I think when we first started it, it started as a very small idea with Harry and I scratching our heads going, how can we do something that's going to help us? Je me souviens encore précisément du moment où la nouvelle a filtré, non pas comme un communiqué de presse explosif, mais comme un souffle contenu émanant du palais lui-même. Ce n'était pas une annonce ordinaire ni un titre éphémère qui disparaîtrait après un seul cycle d'information. C'était différent, presque plus lourd, comme si quelqu'un avait délibérément jeté une pierre dans une eau calme pour observer les ondulations. Je me suis immédiatement posé la question que beaucoup n'osaient pas formuler à voix haute: pourquoi cela nous touche-t-il si profondément? Et pourquoi maintenant? Dans les premières secondes, il ne s'agissait même pas d'un bébé, mais du timing. À une époque où la famille royale britannique oscille constamment entre influence et critique, entre tradition et modernité, chaque information personnelle est automatiquement scrutée à la loupe. J'ai constaté que ma propre réaction dépassait la simple curiosité. Il y avait de l'étonnement mais aussi de la méfiance. Car au sein de cette famille, rien n'arrive par hasard, surtout pas un événement susceptible d'influencer symboliquement l'avenir de la monarchie. Ce qui m'a immédiatement frappé, c'est le silence qui l'a précédé. Pendant des mois, rumeurs, murmures, bribes de phrases dans la presse à scandale et spéculations sur les réseaux sociaux ont circulé. Pourtant, le palais est resté muet. Ni démenti, ni confirmation, ni allusion subtile. Ce silence n'était pas vain. Il était stratégique. J'ai commencé à comprendre que précisément cette absence d'information rendait l'histoire plus percutante que n'importe quelle annonce officielle. Le silence est devenu un instrument de contrôle, voire de pouvoir. J'ai repensé au moment où la monarchie avait tenté de maîtriser le récit sans toujours y parvenir. L'histoire montre que la transparence suscite parfois la sympathie, mais qu'une transparence excessive fragilise l'institution. Dans ce cas précis, il m'a semblé que William et Catherine avaient consciemment opté pour le report, la protection et peut-être même l'introspection. Que signifie redevenir parent aujourd'hui, alors que chaque geste, chaque décision peut être interprétée politiquement? La même pensée me traversait l'esprit: il ne s'agit pas d'un quatrième enfant, mais de continuité. Il s'agit de prolonger une histoire qui existe depuis des siècles, mais qui devient de plus en plus difficile à justifier dans un monde qui remet en question le pouvoir héréditaire. C'est précisément pourquoi cette annonce sonnait presque comme une déclaration. Ni tapageuse, ni provocatrice, mais résolue. Comme si elle disait: nous sommes toujours là et nous préparons l'avenir. J'ai aussi remarqué à quel point les émotions se mêlaient rapidement à l'analyse. D'un côté, il y avait une véritable chaleur humaine. Une nouvelle vie suscite toujours l'espoir même au sein d'une institution qui paraît souvent froide et distante. De l'autre, je ne pouvais ignorer l'aspect rationnel. Chaque naissance dans cette famille remanie la dynamique interne même subtilement. Succession, notoriété, rôle futur, tout évolue légèrement. Ce qui m'a frappé personnellement, c'est le contraste saisissant entre cette annonce et le chaos du monde extérieur. Alors que l'incertitude politique, les pressions économiques et la polarisation sociale s'accentuent, la famille royale projette une fois de plus une image de stabilité et de prospérité. Je me suis demandé s'il s'agissait d'une perception délibérée ou si, en tant que citoyens, nous aspirions simplement à des symboles d'ordre dans un monde en proie au chaos. Est-ce une projection ? Ou est-ce précisément là que la monarchie puise encore sa force? Je me suis surprise à penser aux générations précédentes, à cette époque où les annonces de naissance offraient un espoir dans les moments difficiles, et en même temps, à son revers, la pression qui pèse sur un tel enfant dès le premier jour. L'image romantique du berceau et de l'avenir masque la réalité d'une vie sans véritable anonymat. Un tel départ peut-il jamais être véritablement libre? Ou l'identité est-elle déjà forgée à la naissance avant même que l'enfant puisse faire ses propres choix? Les 15 premières secondes de cette histoire, je m'en suis rendu compte, ne résident pas dans le communiqué de presse, mais dans l'onde de choc émotionnel qui s'ensuit. La surprise, le bref instant de silence collectif, puis l'interprétation. J'ai senti mon propre rôle d'observateur se transformer de simple spectateur. Je suis devenu acteur d'un débat de société plus large. Car même ceux qui n'ont rien à voir avec la monarchie semblent se forger inconsciemment une opinion à son sujet. Que révèle notre réaction si intense? Est-ce la nostalgie, la curiosité ou simplement la tendance humaine à chercher du sens dans les récits d'autrui? Peut-être un peu de tout cela. Ce dont je suis certain, c'est que cette annonce suscite bien plus qu'un intérêt superficiel. Elle soulève des questions sur l'avenir, la légitimité et l'identité. Et c'est précisément pourquoi cette histoire ne pouvait commencer que ainsi, non pas par un nom, non pas par une date, mais par le sentiment qu'un changement fondamental s'est opéré. Au-delà des gros titres, une chose était sûre, ce moment n'est pas une fin, mais un commencement. Et sa véritable signification ne se dévoilerait que lentement, strate après strate, dans tout ce qui suivrait.
Alors que la surprise initiale s'estompait peu à peu, je commençais à comprendre plus clairement combien tout ce qui avait précédé avait été délibérément construit. Ces mois de silence n'étaient pas le fruit du hasard et certainement pas de la passivité. Ils avaient soigneusement tissé une barrière entre la vie privée et les attentes du public. Je me surprenais à repenser de plus en plus à des périodes antérieures de la vie de Catherine où la transparence ne l'avait pas protégée mais l'avait au contraire rendue vulnérable. Ce passé planait comme une ombre invisible sur ce nouveau choix du secret. La pression qu'elle avait subie lors de sa précédente grossesse était encore vive dans notre mémoire collective. L'attention médiatique s'est emballée, les spéculations se sont détachées des faits et le public s'est cru autorisé à s'exprimer sur son corps, sa santé et même son mariage. J'avais peine à imaginer ce qu'elle avait dû ressentir, savoir que chaque douleur, chaque absence, chaque expression de son visage était analysée comme une preuve dans une affaire où elle n'avait aucun pouvoir de décision. De ce point de vue, ce silence paraissait non seulement stratégique, mais aussi profondément humain. J'ai commencé à comprendre que cette grossesse devait sans doute se dérouler différemment à tout prix. Non pas que le palais craignît les critiques, mais parce que des limites étaient enfin fixées. William et Catherine avaient appris que la disponibilité ne garantissait pas la compréhension. Parfois, elle alimentait même les spéculations les plus tenaces. En gardant le silence, ils ont empêché d'autres de s'approprier l'histoire. Je n'y voyais pas de l'indifférence, mais de l'instinct de conservation. Ce qui m'a fasciné, c'est la constance avec laquelle cette stratégie a été mise en œuvre. Aucune fuite, aucune source proche du palais, aucune photo soigneusement orchestrée pour rassurer le public. À une époque où même les célébrités monétisent leur grossesse par étapes, cette approche semblait presque rebelle. Comme pour affirmer « tout n'est pas contenu, tout ne vous appartient pas ». Je me suis demandé quelle discipline cela devait exiger au sein d'une institution habituée à une exposition constante. Les dynamiques internes ont également joué un rôle. Après tout ce qui s'était passé au sein de la famille en ces dernières années, la discrétion apparaissait comme une forme de reconstruction. La confiance, une fois brisée, ne se répare pas facilement. Chaque fuite devient alors plus qu'une erreur. Elle devient un symptôme. J'imagine que c'est précisément pour cette raison que le cercle des initiés avait été maintenu extrêmement restreint. Non par méfiance, mais par nécessité. J'ai également pris en compte le contexte plus large. La monarchie est sous pression non seulement de la part de l'opinion publique, mais aussi en raison de questions structurelles concernant son rôle. Dans un tel climat, chaque moment personnel devient automatiquement politique. En reportant l'annonce à un moment opportun, William et Catherine ont gardé le contrôle. Ils ont déterminé non seulement ce qui était partagé, mais surtout quand. Le timing est devenu ici une forme de pouvoir. Pourtant, je me demandais sans cesse si ce silence absolu ne comportait pas lui aussi des risques. Après tout, l'absence d'information est vite comblée par les suppositions. Mais il semble que cela ait été pris en compte. Les rumeurs étaient de tolérer tant qu'elles ne pouvaient être confirmées. Sans point de repère, elles restaient éphémères. Ce n'est qu'avec l'annonce officielle que le silence s'est fait. La vérité, aussi partielle soit-elle, a rendu caduques de toutes les spéculations précédentes. Ce qui m'a le plus frappé, c'est comment cette période de secret a marqué un tournant dans la relation de la famille avec les médias. Moins réactive, moins prompte à s'excuser et surtout moins dépendante de l'approbation d'autrui. J'y ai perçu une tendance plus générale, les personnalités publiques prennent conscience que la transparence constante n'est pas une obligation morale mais un choix, et que certains choix méritent tout simplement de rester privés. Je me suis demandé si cela préfigurait l'avenir. Verra-t-on plus souvent les événements personnels partagés uniquement lorsque les personnes concernées sont prêtes ? Ou s'agit-il d'une correction ponctuelle suite à des excès passés ? La réponse n'est pas tranchée, mais l'expérience est éloquente. Le silence peut être efficace à condition d'être appliqué de manière délibérée et constante. Quand la nouvelle est enfin arrivée, elle n'a pas paru abrupte mais définitive. Comme si un espace intérieur avait été créé avant que le monde extérieur ne soit révélé. Cela a conféré à l'instant une dignité que je vois rarement dans les médias modernes. Pas de précipitation, pas d'interviews exclusives, pas d'images émouvantes, juste un fait brut et maîtrisé. C'est peut-être là la plus grande leçon de cette phase, le contrôle ne s'exerce pas toujours par la force. Parfois, le pouvoir réside dans le non-dit. Et en observant tout cela, j'ai compris que ce silence en disait plus que 1000 mots. Il a posé les fondements silencieux de tout ce qui allait suivre, y compris le nom, les réactions et l'avenir qu'il laissait entrevoir. Une fois le secret dissipé, mon attention s'est détournée du fait de la naissance pour se porter sur un autre sujet tout aussi crucial au sein de la monarchie, le nom. J'ai toujours pensé que les noms sont porteurs d'histoire, mais cela n'est nulle part plus évident qu'au sein d'une famille royale. Ici, un nom n'est pas qu'un choix personnel, mais un message, parfois même un outil politique. Cette prise de conscience a rendu cette période peut-être la plus fascinante de toutes. J'ai repensé aux choix de prénoms antérieurs au sein de la maison de Windsor et à la minutie avec laquelle ils avaient toujours été mûrement réfléchis. Aucun prénom n'est isolé.
Chaque sonorité évoque des associations, chaque précédent historique a son importance. J'ai compris qu'ici, un prénom fait office de pont entre passé et avenir. C'est une façon de suggérer une continuité dans un monde de plus en plus fracturé. C'est peut-être précisément pour cela que les gens y réagissent si fortement, on a l'impression que quelque chose est dit de nous et pas seulement d'un enfant. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la pression énorme pour trouver le juste milieu. Trop traditionnel et on vous accuse d'être déconnecté de la réalité. Trop moderne et on vous accuse de renier votre héritage. Je me suis demandé, un nom neutre existe-t-il seulement dans ce système? Probablement pas. Chaque choix a son importance, précisément parce que ne rien choisir n'est pas envisageable. Historiquement, les noms royaux ont souvent servi de marque d'honneur, mais aussi de symbole. Je pensais aux périodes où les noms étaient délibérément utilisés pour témoigner de la loyauté, réaffirmer des alliances ou apaiser les tensions. En temps d'incertitude, on se tournait souvent vers des noms familiers et rassurants. Je retrouve ce schéma aujourd'hui. J'ai l'impression que la monarchie affirme, à travers les noms, nous connaissons nos racines et nous ne les oublierons pas même si nous aspirons au renouveau. Parallèlement, j'ai réalisé à quel point cette génération s'efforce de ne pas sacrifier entièrement l'intime à l'institutionnel. William et Catherine ont déjà montré qu'ils considéraient leurs enfants non seulement comme des symboles, mais aussi comme des individus. Cela rend le choix d'un prénom d'autant plus complexe. Il doit convenir aussi bien aux documents officiels qu'à un usage courant. Il doit sonner digne lors des occasions officielles tout en étant suffisamment chaleureux pour un usage quotidien. J'imagine que c'est précisément là que la plupart des discussions ont porté. J'ai également pris en compte la dimension internationale. La monarchie n'est plus exclusivement britannique. Les noms circulent désormais aussi vite que l'information. On les entend dans les émissions de télévision, les podcasts et les foyers du monde entier. Un nom élégant dans une langue peut paraître lourd ou distant ailleurs. Ce constat rend le choix d'autant plus délicat. Il ne s'agit pas seulement de tradition, mais aussi d'accessibilité. Ce qui m'a particulièrement frappé, c'est l'importance que les gens accordent à ces choix. Comme si le prénom d'un enfant confirmait ou infirmait leur propre vision de la monarchie. Les partisans y voient espoir et stabilité, les détracteurs une confirmation des privilèges. J'ai constaté le peu de place accordée à la nuance dans ce débat. Si un prénom se veut un facteur d'unité, il devient vite un champ de bataille. J'ai commencé à me demander si cette obsession des noms ne révélait pas aussi quelque chose de notre époque. Dans un monde où tant de certitudes s'évanouissent, nous nous raccrochons aux symboles. Un nom est tangible, reconnaissable, facile à partager. Il offre une stabilité dans une histoire complexe. C'est peut-être pourquoi cette phase retient tant l'attention. C'est le moment où les questions abstraites sur l'avenir de la monarchie se concrétisent soudain. Au sein de tout cela, j'ai également perçu une évolution subtile. Alors que les générations précédentes se tournaient principalement vers leurs ancêtres et leurs traditions, cette génération semble aussi se tourner vers l'avenir. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui honorer, mais aussi quelle histoire raconter. Le choix du nom devient ainsi moins une répétition qu'une interprétation, une réinterprétation de l'histoire adaptée aux sensibilités contemporaines. Je me suis surprise à être de plus en plus curieuse de savoir quel nom serait finalement choisi. Non par goût du sensationnalisme, mais parce qu'il constituerait la clé de voûte du récit. Serait-ce un choix classique ou une approche plus audacieuse ? L'accent serait-il mis sur l'héritage ou sur la portée émotionnelle? Et question peut-être la plus importante, le public serait-il capable de percevoir cette nuance? En y réfléchissant, une chose m'est apparue clairement dans ce contexte, un nom n'est jamais qu'un simple nom. Il est le condensé de valeurs de peur et d'ambition. Et c'est précisément pour cette raison que ce moment constitue le cœur de toute l'histoire. Tout ce qui a précédé, le silence, le secret, le timing, semble converger vers cette décision unique où passé et futur se rejoignent. Lorsque le nom fut enfin annoncé, mon attention se porta immédiatement sur chaque mot, comme si je disséquais une phrase dont chaque lettre recelait un sens. Rose. Alice Diana semblait simple, au premier abord presque doux, mais plus j'y réfléchissais, plus il me paraissait évident que cette apparente simplicité était trompeuse. Ce n'était pas un nom de compromis ni un juste milieu. C'était une construction minutieusement élaborée, nourrie d'histoires, d'émotions et de stratégies. J'ai commencé par le prénom Rose. À première vue, c'est un choix classique presque intemporel. Mais dans le contexte britannique, rien n'est aussi lourd de sens qu'un symbolisme en apparence innocent. La rose est profondément ancrée dans l'identité nationale de la littérature à l'héraldique. La rose Tudor, symbole de réconciliation après la guerre civile, m'est immédiatement venue à l'esprit. Je me suis demandé si c'était une coïncidence ou peut-être un clin d'œil subtil à un pays à nouveau confronté à la division. En cette période de fragmentation politique, un tel nom résonne presque comme un appel silencieux à la cohésion. En même temps, Rose n'est pas un prénom distant et pompeux. Il sonne chaleureux, accessible, voire familier. Cette tension m'a fasciné.
comme si William et Catherine avaient consciemment choisi un prénom qui resterait crédible aussi bien dans un document officiel que dans un cadre familial. J'y ai vu une fois de plus la volonté de rapprocher le royal et l'humain sans pour autant sacrifier l'un ni l'autre. N'est-ce pas précisément ce que cette génération recherche sans cesse? Puis vint Alice, peut-être l'élément le plus sous-estimé du nom. Pour moi, ce choix a révélé une dimension historique plus profonde. Alice n'évoque pas d'emblée la grandeur royale, mais plutôt la force morale. La référence à la princesse Alice de Battenberg, une femme qui a fait preuve d'un courage moral exceptionnel durant les heures les plus sombres de l'Europe, était tout sauf anodine. Je me suis attardé sur ce détail. À une époque où le leadership moral semble rare, nommer une telle figure résonne comme une affirmation claire de valeur. Ce qui m'a frappé, c'est qu'Alice n'est pas un nom qui attire l'attention. Il se fait discret. Il représente le service sans applaudissements des principes sans tribune. En plaçant ce nom au centre de la cérémonie, il semblait que William et Catherine prenaient consciemment leur distance avec le faste superficiel. Je me suis demandé s'il s'agissait d'un signal interne adressé à l'institution elle-même ou plutôt externe à un public de plus en plus critique envers un pouvoir sans substance. Et puis Diana. Même après toutes ces années, ce nom reste profondément chargé, presque électrique. J'ai senti mes propres émotions s'y mêler de façon inattendue. Diana n'est pas un chapitre clos. Elle demeure une plaie ouverte et une source d'inspiration. En réutilisant son nom, son héritage est non seulement commémoré, mais aussi transmis. C'est un choix qui ne peut être neutre. Elle suscite l'admiration, mais aussi la controverse. Je me suis demandé si ce risque avait été pris en toute conscience. Le nom de Diana évoque non seulement l'empathie et la chaleur humaine, mais aussi des souvenirs de conflits de pression médiatique et de tensions institutionnelles. Pourtant, on a l'impression que William trace une ligne, non pas en provoquant, mais en normalisant, en ne reléguant pas Diana au passé, mais en l'intégrant au présent. Comme s'il disait « cette histoire nous appartient, qu'elle nous plaise ou non ». Ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont ces trois prénoms forment un récit. Rose se tourne vers le collectif La Terre et l'Histoire. Alice évoque les valeurs et les choix moraux. Diana relie le tout par l'émotion et l'humanité. C'est presque une explication en trois parties condensées dans un seul nom. Je n'ai pu m'empêcher de penser que ce n'était pas un hasard. Au sein de cette famille, les mots ont un poids et les noms sont peut-être les plus lourds de tous. Je me demandais ce que ce nom révélait de l'avenir que William et Catherine envisagent. Non seulement pour leur fille, mais pour la monarchie dans son ensemble. Moins distante, moins inaccessible, mais pas non plus totalement démantelée. Une monarchie qui se redéfinit non par de grandes réformes, mais par des choix symboliques qui transforment progressivement le paysage. Une telle chose est-elle vraiment possible? Parallèlement, je restais critique. Le symbolisme peut inspirer, mais il peut aussi obscurcir. Un nom à lui seul ne modifie pas les structures. Il y a un risque de projeter une signification là où une communication soigneusement orchestrée est prédominante. Pourtant, cette impression était différente. Peut-être parce que les différentes strates sont trop cohérentes, trop bien pensées. Ou peut-être parce que je veux croire à une intention sincère. Ce doute, je l'ai compris, est inhérent à notre époque. Après mûre réflexion, j'ai compris que ce nom n'a pas vocation à plaire à tout le monde. Et c'est peut-être précisément là sa force. Il n'est ni à la mode ni révolutionnaire, mais il n'est pas rigide non plus. Il se situe précisément dans cette zone intermédiaire inconfortable où le changement s'opère lentement et souvent imperceptiblement. La question qui me taraudait était simple mais essentielle. Est-ce suffisant pour restaurer la confiance ou n'est-ce qu'une promesse joliment présentée? Ce qui est certain, c'est que Rose Alice Diana est bien plus qu'une simple suite de sons. C'est une histoire soigneusement construite destinée à être lue, interprétée et discutée. Et au fil de cette conversation, il devient évident que ce nom remplit déjà sa fonction. Il nous invite à réfléchir simultanément au passé, aux valeurs et à l'avenir. Une fois le nom prononcé et enregistré, une seconde vague déferla que je trouvais au moins aussi révélatrice que l'annonce elle-même, les réactions. Non seulement ce qui était dit, mais surtout comment et par qui. Je remarquai rapidement que ces réactions agissaient comme un sismographe de l'état actuel de la monarchie. Chaque sourire approbateur, chaque commentaire critique et chaque silence éloquent témoignaient de tensions sous-jacentes qui couvaient depuis un certain temps. Un schéma prévisible mais fascinant s'est dessiné dans l'espace public. Les admirateurs louaient de l'équilibre entre tradition et humanité, tandis que les critiques y voyaient une affirmation soigneusement orchestrée des privilèges héréditaires. Ce qui m'a frappé, c'est la rapidité avec laquelle le débat s'est polarisé. L'idée que plusieurs interprétations puissent coexister semblait bien peu de place. Comme si le nom avait été immédiatement brandi comme un élément de preuve dans un débat plus vaste qui fait rage depuis des années. La monarchie a-t-elle encore le droit d'exister et si oui, sous quelle forme? Je me suis moins intéressé aux voix les plus fortes qu'aux nuances entre elles. Les réactions des historiens, des commentateurs et même d'anciens responsables de la cour ont offert un tableau plus nuancé.
Certains ont souligné que ce choix de nom même révèle la prudence de l'institution. Non pas une rupture radicale ni une provocation, mais une tentative presque académique de rallier simultanément plusieurs camps. Cette approche peut s'avérer stratégiquement judicieuse, mais elle soulève aussi la question de savoir si la prudence n'équivaut pas à la stagnation. Au sein même de la famille, les signaux étaient encore plus subtils. Les félicitations officielles ne tardèrent pas à arriver, mais restèrent d'une remarquable retenue. Je n'interprétais pas cette retenue comme de la froideur, mais comme de la maîtrise de soi. Dans une famille où chaque mot peut être amplifié, la retenue devient une forme de discipline. Pourtant, je ne pus m'empêcher de remarquer de petits détails qui mentionnaient explicitement Diana, qui évitait son nom et qui s'en tenait à des termes généraux. De telles nuances ne sont jamais insignifiantes dans ce contexte. J'ai repensé aux tensions devenues si visibles ces dernières années, des fractures qui ne disparaissent pas avec la naissance aussi porteuse d'espoir soit-elle. Le choix du prénom semblait presque servir de pont, mais un pont ne peut être utilisé que si les deux parties sont prêtes à l'emprunter. Je me suis demandé si ce geste symbolique était réellement perçu comme un facteur d'unité, ou plutôt comme un douloureux rappel d'anciens conflits. Ce qui m'a particulièrement intrigué, c'est la réaction des jeunes générations. Sur Internet, j'ai constaté à la fois de l'enthousiasme et de l'indifférence. Pour certains, cela ressemblait à une belle histoire de famille. Pour d'autres, à quelque chose de totalement étranger à leur expérience. Ce contraste est révélateur. La monarchie ne peut plus compter sur un engagement spontané. Elle doit le mériter sans cesse, et même alors, le succès n'est pas garanti. Dans le même temps, j'ai constaté comment des voix institutionnelles des commentateurs aux personnalités politiques ont saisi l'occasion pour soulever des questions plus générales, coût pertinence et représentation. Le nom est ainsi devenu un catalyseur de discussions qui n'ont que peu de rapport avec l'enfant lui-même. J'ai trouvé cela gênant mais aussi inévitable. Dans ce système, il n'existe plus d'affaires purement privées dès lors que l'intérêt public est en jeu. Ce qui me hantait, c'était la tension entre l'intention et l'interprétation. William et Catherine peuvent choisir un nom avec soin et sincérité, mais ils n'ont aucun contrôle sur la façon dont il sera perçu. C'est le paradoxe du symbolisme, il laisse place au sens, mais aussi au malentendu. Je me demandais si le couple en était conscient, ou s'il acceptait sciemment que ses choix ne feraient jamais l'unanimité. J'ai également constaté des signes de lassitude, notamment chez les commentateurs qui ressassent les mêmes débats depuis des années, comme si cette naissance incarnait à la fois l'espoir et la répétition. L'espoir d'un renouveau, mais aussi la prise de conscience que les problèmes structurels ne disparaissent pas avec des histoires personnelles. C'est peut-être là le cœur de la crise monarchique actuelle, l'incapacité à traduire les gestes symboliques en changements concrets. Et pourtant, malgré toutes ces réserves, force est de constater que ce moment a suscité quelque chose. Non seulement un débat, mais aussi une réflexion. On reparlait de valeurs d'histoire et d'avenir. C'est en soi significatif. À une époque où les institutions se perdent souvent dans le brouhaha ambiant, cet événement a su capter l'attention avec subtilité. En laissant mûrir toutes ces réactions, j'ai compris que ce chapitre ne vise pas le consensus, mais à le révéler. Il expose la position de la famille royale qui s'y sent liée et qui ne l'est pas. Et c'est peut-être une confrontation, mais aussi une nécessité. Car ce n'est que lorsque les tensions sont visibles que l'on peut agir. La question qui demeure est de savoir si cette institution est disposée et capable de s'engager véritablement dans cette confrontation. Alors que les réactions s'apaisaient, peu à peu laissant place à un silence plus feutré, mon regard se tourna instinctivement vers l'avenir. Non pas vers le prochain titre, à la une, mais vers le fil conducteur au sein duquel cette naissance trouverait finalement son sens. Car aussi intense que soit le débat autour d'un prénom, la véritable question se situe toujours au-delà de l'instant présent. Que reste-t-il lorsque les caméras disparaissent et que le symbolisme s'estompe? J'ai réalisé que cette quatrième naissance révèle une réalité souvent négligée, l'incertitude. Non seulement au sein du public, mais aussi au sein même de l'institution. La monarchie évolue dans une ère sans modèle préétabli. Là où les générations précédentes pouvaient s'appuyer sur une autorité incontestable, celle-ci doit constamment s'expliquer, se justifier et s'adapter. Dans ce contexte, l'arrivée d'un nouvel enfant apparaît moins comme une affirmation du pouvoir que comme une épreuve de résilience. J'ai réfléchi à la place que cet enfant occupera probablement. Ni destiné au trône, ni accablé par la succession directe, mais pas non plus totalement libre. Cet entre-deux m'intrigue. Il offre un espace d'expérimentation, mais aussi de risque. Car ceux qui n'ont pas de rôle clairement défini doivent le façonner eux-mêmes. Je me suis demandé si cela ne recèle pas une opportunité, une vie qui ne soit pas principalement axée sur les cérémonies, mais sur une présence significative. Pour William et Catherine, cette prise de conscience semble essentielle. Leur choix jusqu'à présent témoigne d'une volonté de considérer leurs enfants non comme de simples symboles, mais comme des personnes avec leur propre parcours. Pourtant,
La question demeure, est-ce réaliste au sein d'un système qui amplifie automatiquement le moindre de leurs faits et gestes? Protection et exposition sont en perpétuel conflit. Comment préparer un enfant à une vie où l'intimité n'est jamais acquise? Ce qui me préoccupait également, c'était l'avenir même de la monarchie. Une institution peut-elle survivre en se redéfinissant progressivement à travers des histoires personnelles? Ou faut-il des réformes structurelles qui dépassent le simple symbolisme? Cette naissance n'apporte pas de réponse, mais elle relance la question. Et c'est peut-être précisément là l'essentiel, alimenter le débat sans imposer de conclusion définitive. J'ai constaté une évolution dans mon propre comportement tout au long de ce processus. Du scepticisme à une compréhension prudente sans pour autant renoncer complètement à l'esprit critique. Cela me semble une attitude saine. Les institutions n'ont pas besoin d'être infaillibles pour rester pertinentes, mais elles doivent être disposées à apprendre. Les choix qui ont entouré cette naissance témoignent à tout le moins d'une prise de conscience des erreurs passées et d'une volonté d'agir différemment. Pourtant, l'avenir reste incertain. Le soutien du public est fluctuant, l'attention médiatique omniprésente et les attentes de la société évoluent plus vite que jamais. Un nom, aussi soigneusement choisi soit-il, ne saurait y changer quoi que ce soit. En fin de compte, tout se jouera sur les actes, la cohérence et la mesure dans laquelle les paroles se traduisent en comportement. Cela concerne non seulement cet enfant, mais aussi toute sa famille. Je me pose donc une dernière question ouverte à tous. Assistons-nous aux prémices d'une transformation subtile ou simplement à un moment savamment orchestré au sein d'un système par ailleurs inchangé? La réponse ne viendra pas aujourd'hui, ni probablement demain non plus. Elle se révélera dans de petits choix des années plus tard, lorsque le symbolisme se sera estompé et qu'il ne restera que l'application concrète. Ce qui est certain, c'est que cette histoire est loin d'être terminée. Cette naissance ne marque pas un point final, mais un nouveau chapitre d'une histoire bien plus vaste. Et comme pour toute bonne histoire, le véritable sens ne réside pas dans l'annonce elle-même, mais dans ce qui suit.